Est-ce qu'on peut faire la séquence, c'est quoi Lit Element? Parce que moi je suis décroché, hein. Déjà j'ai jamais fait du web avant, je faisais du mobile. Donc quand on a fait du web, on a fait n'importe quoi après. Et du coup, Lit Element, est-ce que ça va vraiment changer notre vie? Est-ce qu'on va devoir tout jeter notre React et faire du Lit Element ou pas? Non, alors déjà depuis hier, il faut dire lit. Lit, faut dire Lit. Oui, je l'ai vu partout, je me suis demandé Avec si c'était un la même chose branding. que les super nouveau logo, ils ont fait un rebranding. Mais ça, c'est un vrai sujet. Le branding et la hype et le fait que si tu veux que ton outil soit web ou quelconque soit utilisé, il te faut pas juste que ce soit le meilleur, il te faut des DevRel, il te faut un logo, il te faut un site, il te faut Marketing. des stickers, il te faut des... Lit, c'est quoi? T'as vu, je dis pas Lit Element. Non, c'est un outil pour faire des web components qui soient simples, rapides et tout petits, pour faire hyper simple. Et Ouais. donc la promesse, c'est que tu puisses coder des composants UI qui vont s'intégrer dans des contextes techniques différents, dans une application Angular, une application React. Que les- Et c'est très bas niveau, ça vient pas avec tout ce que va t'amener Ouais. un écosystème Angular. Donc il y a plein de choses où tu vas potentiellement devoir construire ta stack technique, mais il y a cette promesse de cross-compatibilité et basée sur des standards, donc avec une pérennité un peu Lit, plus... ça facilite l'accès aux web components? Oui, ça t'enlève le fait de devoir écrire beaucoup de boilerplate. Si tu devais l'écrire à la main, ce serait très verbeux et ce serait pas aussi performant. Pour quelqu'un qui sait faire du HTML, CSS, JS, un web component, c'est quoi le taf pour passer de j'ai une div, elle est colorée à j'ai un web component? Bah, Tu peux avoir un web component qui est une div colorée. Ouais. Ouais, mais en vrai, je me rends pas compte, tu vois. Bah après, Sans div coloré, ça s'appelle. c'est. Eh, Attends. moi, je faisais du Bluetooth, ok? Répète ta question. Enfin, un développeur ou une développeuse qui Pour un fait... développeur qui a appris à faire du HTML, CSS, PHP, JavaScript, Ouais. voilà, qui sait faire une div colorée, l'animer, la faire bouger, récupérer un touch dessus, tu vois, mais sans avoir besoin de React Angular, c'est quoi, à quel moment ça devient web component? Quel est le travail à faire pour y arriver? Je pense que là, c'est même plus une question de lit ou autre, c'est une question de savoir penser composant. Et ça, Ouais. c'est pas. On en revient à un truc, c'est pas un truc que j'ai appris à l'école. Et malheureusement, encore aujourd'hui, c'est un truc que t'apprends via un framework au lieu de prendre du recul et t'apprendre c'est quoi un composant graphique. Il a des entrées, des sorties, il a des règles de gestion, etc. Après que tu l'implémentes avec Lit, React ou autre, c'est un détail d'implémentation. Mais du coup, pour moi, il y a vraiment, faut penser comme ça. Et après, bah, en l'occurrence, sur un web component qui soit fait avec Lit, avec Svelte, avec Fast ou je ne sais quoi, tu vas apprendre la spécificité de comment s'appelle le truc qui fait que ton composant vient d'être ajouté dans une page ou vient d'être enlevé. Les noms sont pas les mêmes, mais les concepts, c'est la même chose. Comment tu définis que un composant qui affiche une liste de factures, comment tu définis comment s'appelle la propriété qui récupère la liste des factures et comment tu définis l'événement ou je ne sais quoi. Récemment, ouais. Comment tu définis l'événement qui va être envoyé par le composant quand on clique sur payer, tu vois. Et en l'occurrence, moi, ce que j'aime beaucoup avec Lit, c'est que c'est très, 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 très proche de ce que tu ferais à la main. Et là, on en vient à toute une discussion sur la pérennité du code, la pérennité de tes compétences. Moi, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment tu fais pour sandboxer correctement un web component. Parce que pour moi, le CSS, quand tu mets une classe, elle est partout sur la page web. Les CSS, ils se clashent tout le temps la tronche. Ça, c'est une des promesses des web components via ce qu'on appelle le Shadow DOM, c'est de pouvoir isoler ton CSS dans les deux sens. C'est-à-dire que ta page ne peut pas mettre un texte en rouge à l'intérieur du web component, et si dans ton web component tu mets body background color black, ne faites pas ça, ça sort pas du composant. Ouais. Et après tu as des subtilités, tu as des moyens de rentrer pour surcharger des choses, mais il va falloir que tu le penses, etc. C'est une spec qui est très contraignante, peut-être un peu trop, on va voir comment elle évolue, mais elle apporte ça. Est-ce que tu as des conférences qui parlent de boutons rouges sur YouTube? De boutons rouges? Ou de web components? Ouais, t'as des conférences de web components et puis t'as des podcasts ou des newsletters sur l'UX. Moi, je suis pas UX en tant que tel, mais par la force des choses, je le fais un peu chez Clever, et donc je fais plein de veille autour de ça. Et un bouton, c'est pas juste un bouton. Un bouton, il a un effet over, il a un effet active, il a un effet disable, il a un effet... Et comment tu documentes tout ça?
Eh bien, alors ça va dépendre des technos, mais en l'occurrence avec Lit, si tu mets un peu de JSDoc et que tu as un outil qui va scanner ton code et générer ce qu'il faut, tu vas avoir par composant la documentation automatique des IO, donc des inputs, des outputs, et après tu rajoutes un peu de prose sur les exemples. Voici mon composant, voilà, via des outils comme Storybook, tu vas mettre en scène ta liste de factures quand elle est en chargement, quand elle est chargée, mais où il n'y a pas de facture, quand elle est chargée, où il n'y a que des factures impayées, etc. Donc, encore une fois, c'est pas qu'une question d'outils et de technique, c'est déjà rien que penser les concepts de je veux documenter mon composant, et donc t'en reviens au métier, il sert à quoi, etc. Ouais, mais je viens de partir dans tous les sens. Mais c'est le concept de il y a quelqu'un qui va utiliser mon composant, en fait, juste. Ouais. Et même si c'est toi-même toi, documenté, tu t'en souviens plus. C'est ça. Et moi, le nombre de fois par jour où je réouvre notre storybook, donc la documentation de nos composants, parce que je sais plus comment tu spécifies tel détail. Le storybook, c'est le premier outil à prendre en main si on veut adopter la démarche ou la. Pour moi, l'outil, c'est pas qu'il sera remplacé par un autre, mais finalement, on s'en fout. L'idée, c'est que c'est. Non, mais s'il y a un actionnable à donner aux gens, genre. Ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il y a derrière, c'est de dire. Avant, tu codais ton composant dans ton application et quand tu voulais voir à quoi il ressemble quand l'appel pour récupérer les données a planté ou à quoi il ressemble quand il n'y a pas de données, parce que tu testes tout le temps dans une application avec plein de données, ok, ça ressemble à quoi quand l'utilisateur il vient de créer son compte, c'est tout vide, et voir t'as même pas géré le cas. Storybook te pousse à penser tous les cas possibles. Que ce soit celui-là ou demain ce sera Story Foobar ou on s'en fout, c'est ça que je trouve intéressant, c'est les concepts. Ma question c'est genre si le même développeur qu'au début de la conversation, s'il veut commencer à aborder le web component, Storybook c'est un bon point d'entrée. En plus ils ont une bonne doc et ouais. pour rentrer dedans c'est pas mal. Mais même pour d'autres technos, je trouve que tu fasses un composant React, Vent, ce que tu veux, penser ton composant de cette manière-là, c'est vachement bien. Donc Lit, c'est quand tu veux avoir d'interopérabilité entre plusieurs frameworks et tu veux un code pérenne dans le temps et standard. Sur la pérennité, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, j'ai encore vu des débats avec les créateurs de vues et autres sur Twitter. Après, des débats sur Twitter, c'est juste la base. Mais moi, je suis persuadé qu'une technologie qui se base sur les standards du web, elle a une pérennité qui n'est pas du tout la même qu'une technologie qui se base sur ce qu'a inventé. Voilà. Et en fait, toute la Lit, si tu veux, c'est un détail d'implémentation. Donc, de l'extérieur, un composant qui est un web component, tu ne sais pas avec quoi il est fait à l'intérieur. Et donc, demain, je pourrais remplacer Lit par Fast, le truc de Microsoft. Pour les applications qui utilisent le composant, ça changerait strictement rien. Et ça, je trouve ça génial. Tu bouges, soit tu voulais réagir, soit tu voulais poser une question. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je réfléchis à la notion de pérennité. On a déjà eu des discussions là-dessus. Ouais, c'est hyper particulier. C'est pas un besoin que tout le monde a et pas de la même manière en fonction des contextes. Et puis c'est quoi pérennité aujourd'hui ? C'est 10 ans, 15 ans ? T'as envie d'utiliser ton application et que ça soit la même dans 15 ans ? Dans 15 ans, Chromium sera plus là, plus rien marche. Non, c'est vrai ça. T'as la pérennité du code et t'as la pérennité du savoir, de la connaissance. C'est deux choses qu'apporte cette manière de faire. Parce que ce qu'on a fait il y a 10 ans, ça marchait dans IO6, tu vois. Ouais, mais en ça fait, marche encore aujourd'hui. Exactement. Si ton appli elle continue de marcher et que tout va bien, et c'est pas très important, en vrai. Je vais te donner un exemple. C'est pas bien modifié si ça fonctionne. Tu commences une application Vue 2 il y a 3 ans. Tu as tout un outillage autour de Webpack quand tu dev et quand tu veux mettre en prod qui est aujourd'hui et même à l'époque un peu lent et complexe. Il te cache toute une complexité et te facilite la vie, mais derrière ça parse ton JS, ça rajoute des types, ça fait des polyfills, de la transpilation, machin truc. Des trucs utiles pour shipper sur IE11 ou je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, tu as des outils comme Vite, comme ESDevServer, Snowpack ou autres, qui font que quand tu fais CTRL-S, tu sauvegardes ton code, c'est rechargé instantanément. Quand tu démarres ton serveur de dev, quand tu démarres ton Webpack en dev sur une grosse app, si ça prend 200 millisecondes, tu me le montres. Parce que pour moi, ça n'existe pas. Parce que c'est quoi ? C'est chez nous, c'est le file system, je pense, à la place. C'est pas que ça, mais
Ouais, 1 minute 30 chez nous, ouais. Voilà. Et en fait, quand tu as un outil comme Vite et les autres qui arrivent et qui changent complètement la donne, vu qu'avant ton code avait énormément d'adhérence avec ton outillage, tu peux pas facilement profiter de ces choses-là. C'est aussi parce que nos fronts, c'est des monolithes. À chaque fois que tu modifies un fichier, Webpack, il retraite 25 000 lignes de code, alors, le métier de 80 000 utilisateurs. Le sujet, c'est pas tant de pourquoi Webpack, pourquoi on a pu, pourquoi ça fonctionnait comme ça et pourquoi maintenant on a un truc beaucoup mieux. C'est plus... tu as une adhérence avec quelque chose, là, en l'occurrence l'outil de build. Et donc, on parle de pérennité. C'est pas qu'une pérennité de est-ce que je vais devoir passer d'Angular à React? Est-ce que je vais garder mon application pendant 10 ans? C'est, attends, là, il y a un truc qui peut te faciliter la vie. À quel point tu as une adhérence avec ton outil et à quel point c'est compliqué de passer à un outil qui te changerait la vie. Et en isolant les couches comme ça, pour moi, tu viens gagner énormément en pérennité de manière globale. Parce que reviens en arrière sur, je sais pas, il y a 4 ans, 5 ans. Tu démarrais une application, c'était quasiment Webpack React. Voilà. Et, c'est mine de rien encore beaucoup le cas sur une application de gestion. Et donc tu t'es créé ton adhérence, tu vois, avec un écosystème qui existait à l'époque et où il n'y avait pas d'alternative. Là, ou peu. L'alternative, c'était Angular, quoi. Ouais, quasiment. Et puis Vue est apparu, et puis voilà. Et là, aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus légères et qui sont, de ce que je comprends de ce que tu dis, sont découpées les unes des autres, où on dit, bah, c'est plus facile pour la peine de changer qu'une seule petite brique. Mais donc, tu pars du principe que, de toute façon, on est condamné à passer notre temps à faire évoluer nos petites briques et à changer nos petites briques, quoi. Condamné, non, tu peux laisser ta stack telle qu'elle est, mais si demain, je te dis, t'as un outil qui va faciliter la vie de ton équipe, moi je trouve ça cool de pouvoir facilement l'adopter que de devoir dire bon bah on va créer une issue parce que ça va être un chantier qui va durer 1 semaine ou un truc dans le genre. Un mois. Ouais, mais ça c'est que la partie technique, t'as aussi une question d'adhérence sur la partie UI. Si t'as plus tout ce build system, tu peux encore mettre des type def et du TypeScript pour expliquer c'est quoi les schémas en entrée-sortie de données par exemple. Alors attends, ça dépend. T'es en train de demander si tu n'utilises pas TypeScript, est-ce que tu peux te définir? Non, quand on est sur Webpack, on peut facilement rajouter TypeScript et commencer à typer, et ça nous permet d'expliquer c'est quoi cet objet data qui est en oui, avec la nouvelle génération de serveurs de dev, Live Reload, machin truc, oui, tu peux continuer à faire du TypeScript, etc. Et TypeScript pour toi aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, c'est une mode, ça va passer? Moi, je l'utilise presque pas, mais c'est forcé de constater que quand tu regardes les stats, ça s'imprègne partout. Ce qui est assez marrant, c'est que moi, la seule fois où j'ai vraiment fait un projet avec, c'était en 2014. C'était 8 parfait version 2014, où il y avait du Angular 1 en TypeScript, parce que ça m'amusait d'essayer ça. C'était avant qu'Angular adopte TypeScript. Et non, c'est un super outil, particulièrement dans des équipes... des gros projets, des grosses équipes, gens qui ont un background Java, c'est hyper adapté, et tu veux faire du refactoring, tu veux documenter, c'est génial. C'est ça, parce que moi j'ai pas particulièrement envie d'en faire. Par contre, quand j'en trouve un sur un code que j'ai pas écrit ou que je connais pas ou que j'ai pas vu depuis longtemps, je suis quand même content, quoi. Carrément. Genre j'arrive, je fais ok, bah, j'ai compris rapidement ce qui rentre dans cette fonction, quoi. Dès que ton code va être utilisé par quelqu'un d'autre ou par toi-même dans longtemps, je trouve que c'est bien d'avoir les types. Ça aide beaucoup à comprendre comment ça fonctionne, plutôt que de deviner le contenu de l'input. Ludovic, tu es en train de charbonner encore? Non, du tout. Non, non, j'écoute, c'est pas mon domaine de compétence. Est-ce que vous avez du TypeScript ou pas? Non. Non? Est-ce que tu aimerais qu'il y ait du TypeScript? Je n'ai pas d'avis. D'accord. Non, c'est vrai. Pour le coup, je pense qu'il faut laisser libre cours à l'équipe de faire ses choix. Et c'est ça le plus important au final. CTO, c'est pas forcément décider tout pour tout le monde, au contraire. C'est plutôt faire confiance aux gens par défaut. C'est la séquence, la bonne posture. C'est la séquence CTO. Ludovic, c'est quoi un CTO? Transition. En tout cas, attends, merci pour l'intro à Lit. Ça m'intéresse beaucoup pour la suite. Je suis content d'avoir... C'est super BBL sur le sujet. Alors sur YouTube, il y a une super vidéo de Frédéric Camblor qui l'a fait et qui participe actuellement avec Lit au développement de Vitmados. Et du coup, il a fait un talk en interne qu'il a partagé de 1h30 et quelques où il fait plein de trucs avec Lit. En plus, il les fait en TypeScript. Et ta chaîne Twitch, c'est quoi le handle?
Pour qu'on voit des gens qui C'est discutent. H Sablonnière. H Sablonnière Ouais. Avec 2 N à Sablonnière. Avec 2 N, comme dans le dictionnaire. Ouais.